Eh bien, bonsoir à tous. Bienvenue à ce lundi rare numéro 3. Donc, sans plus attendre, on va accueillir le docteur Thomas Lebouvier de réanimation chirurgicale au CHU de Rennes qui va nous parler aujourd'hui de la recommandation formalisée d'experts SFAR et CFMU de 2020 qui parlait de la prise en charge des patients présentant un traumatisme sévère de membres. Voilà. Donc, vous pourrez vous lui poser vos questions après son topo. Merci de couper vos caméras et vos micros afin que tout se passe au mieux. Merci beaucoup. Bonjour à tous, merci pour l'invitation à ces soirées du rare. Moi, je suis le docteur Thomas Lebouvier, je travaille en réanimation chirurgicale au CHU de Rennes et je vais vous parler donc de la conférence de consensus qui date maintenant d'il y a un peu plus d'un an, qui a été émise par les sociétés de la SFAR et de la SFMU, qui avait pour objectif un peu de cadrer la prise en charge des patients présentant un traumatisme sévère des membres. Alors déjà, la première question, c'est qu'est-ce qu'un traumatisme sévère des membres? Effectivement, on voit que dans la littérature, c'est pas forcément très clair jusqu'à il y a peu de temps. Si on sait que le traumatisme des membres est fréquent chez le traumatisé, chez le polytraumatisé, les réponses sont moins claires et c'est cette étude de la traumabase du réseau parisien de 2020 qui a apporté quelques réponses. On voit que chez le polytraumatisé, 50% des polytraumatisés dans cette base avaient un traumatisme orthopédique, 20% avaient des lésions orthopédiques assez importantes puisqu'elles avaient un score AIS supérieur à 2. Et pour 3% de ces patients, ces lésions orthopédiques étaient responsables de l'état de choc hémorragique. Alors, si on sait que le traumatisme des membres, c'est quelque chose d'assez habituel et qu'on rencontre assez fréquemment à l'hôpital, c'est souvent quelque chose qui implique peu de morbidité, peu de mortalité, avec un pronostic fonctionnel qui est généralement très bon. Néanmoins, chez ces traumatisés sévères des membres, on voit qu'il y a des délabrements et des lésions loco-régionales qui vont induire une surmortalité par rapport à un traumatisme classique, une atteinte fonctionnelle qui peut être définitive et ça va être surtout responsable d'allongement de durée de séjour importante, donc l'importance de catégoriser ce type de patient par rapport aux traumatisés de membres classiques. Alors en pratique, ce qui a retenu la conférence de consensus, c'est quoi? C'est pour ce qui est d'un traumatisé sévère de membre, c'est un patient traumatisé qui a une fracture au niveau d'un membre, enfin une lésion au niveau d'un membre, avec au moins une atteinte systémique majeure définie selon la classification de Vittel, qui est la classification historiquement admise pour les patients traumatisés. Donc c'est soit une défaillance à l'examen clinique initial, que ce soit un score de Glasgow inférieur à 13, une saturation qui est diminuée en air ambiant, inférieure à 90%, ou alors une défaillance hémodynamique avec une pression artérielle systolique inférieure à 90 mmHg de mercure. Ça peut être aussi des circonstances de l'accident, même si le patient va bien, qui peuvent faire penser qu'il y a des lésions sous-jacentes graves, donc c'est des victimes éjectées, projetées, chutant de grande hauteur ou qui ont été victimes d'un blast ou d'une explosion. Ça peut aussi être des éléments de la prise en charge pré-hospitalière qui vont permettre d'inclure ces malades dans la définition du traumatisé sévère de membres. C'est la nécessité d'une ventilation assistée, la nécessité d'un remplissage vasculaire ou la nécessité de perfusion de catécholamine. Il y a aussi des lésions, il y a des critères anatomiques dans cette classification de Vittel, que ce soit le traumatisme thoracique, les traumatismes pénétrants au niveau de l'abdomen ou du thorax, les brûlures ou encore les traumatismes du bassin. On n'y reviendra pas puisque ça a déjà fait l'objet d'une conférence de consensus de la SFAR qui date d'il y a maintenant 3 ans. Et puis il y a des caractéristiques de patients, effectivement, tous les patients ne sont pas aussi fragiles et donc les patients âgés de plus de 65 ans, les patients enceintes ou les patients qui ont des comorbidités sévères telles que l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance respiratoire chronique ou alors les troubles de l'hémostase sont effectivement des malades qui présentent donc un critère de Vittel et la susceptibilité d'avoir des répercussions sévères de ces lésions traumatiques des membres. Donc une fois qu'on a défini notre population, on va s'intéresser un peu plus à cette recommandation. Alors c'est une recommandation qui a utilisé une méthodologie habituelle, c'est-à-dire une méthode grade avec un grade grid pour l'émission des recommandations. 11 questions ont été posées aux experts, ce qui a permis d'établir 4 recommandations fortes, 12 recommandations faibles et 3 avis d'experts pour ces questions.
Alors tout d'abord, la première question posée aux experts, c'était où orienter ces malades traumatisés sévères de membres. Et là, vous savez que depuis maintenant un peu plus de 10 ans en France, il y a la création des réseaux polytraumatisés. Et effectivement, la réponse des experts, c'est de dire qu'il y a un intérêt pour le patient à ce que ces patients soient pris en charge dans des centres dédiés. Et effectivement, dans la littérature, on voyait que pour les patients qui avaient déjà des scores de gravité assez importants classés à partir de l'ISS, qui est le score principalement utilisé pour les patients polytraumatisés, et on voit que le fait pour ces patients d'être pris en charge dans des centres spécialisés permettait une survie additionnelle de 4 patients tous les 100 patients. Et si le score ISS était encore plus important, un score ISS supérieur à 24, le bénéfice en termes de survie à être pris en charge dans un centre spécialisé, c'est 11 patients tous les 100 patients. Donc clairement, la conférence de consensus recommande que ces patients soient sélectionnés dès la prise en charge hospitalière pour être envoyés et adressés vers un centre spécialisé. Et là, il y avait un accord fort pour cette recommandation. La deuxième question qui était posée aux experts, c'était quelle est la prise en charge de l'hémorragie en préhospitalier chez ces patients? Ce qui va être retenu par les experts, c'est que pour ce qui est du traumatisme de membre responsable d'une hémorragie, l'élément clé retenu, c'est le garrot. Un intérêt, d'abord pour cette technique, c'est sa faible morbidité. Effectivement, dans les différentes articles analysés, il n'y avait pas d'augmentation du risque d'amputation chez ces patients à l'utilisation du garrot. Il y avait pas, par contre, il était retrouvé de manière très favorable un intérêt en termes de survie, puisque dans la méta-analyse publiée en 2018, il y avait un odds ratio à 5,86 avec un intervalle de confiance que je ne vous ai pas mis, mais qui était clairement positif. Et donc, l'indication de ce garrot a été retenue pour l'inefficacité de la compression sur le saignement, l'absence de pouls radial, signant un état de choc, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fixé un objectif de pression artérielle systolique, mais l'absence de pouls radial signait l'indication à l'utilisation d'un garrot. La présence d'un corps étranger au niveau de la plaie retrouvée au niveau du membre, effectivement, c'est un facteur de risque favorisant l'hémorragie massive incontrôlée. Et puis, une dernière indication qui était retenue, c'était la nécessité pour l'équipe médicale sur place d'avoir plusieurs actions à mener, ce qui faisait que la possibilité de surveiller la compression ou même de réaliser la compression au niveau de la plaie devenait difficile et donc ceci motivait l'indication à la pose d'un garrot. Là encore, sur cette question, on voit un accord fort dégagé par les experts pour le contrôle de l'hémorragie en préhospitalier. Attention sur le garrot, les experts attirent quand même l'attention sur 2 choses. Si vous utilisez un garrot, il faut une réévaluation fréquente, notamment pour voir son efficacité en termes de contrôle de l'hémorragie et aussi pour limiter la morbidité du garrot. Si dans les différentes études, la morbidité était très faible, que ce soit en termes de risque d'amputation, de lésions neurologiques ou de lésions ischémiques, néanmoins, il faut réévaluer régulièrement le contrôle du saignement afin de limiter les temps de pause et de réduire les zones d'ischémie potentiellement séquelaires. La troisième question posée aux experts était quel examen radiologique réaliser chez un traumatisé sévère des membres. Effectivement, longtemps, il était préconisé chez ces malades-là d'envisager une angiographie afin de localiser la lésion vasculaire principalement pour pouvoir contrôler l'hémorragie. Les experts ont permis de dégager un accord fort par l'étude de la littérature qui montre que l'amélioration des techniques scanographiques ont permis de préconiser d'utiliser le recours à une angio-TDM en première intention, y compris sur les membres. Vous savez que les polytraumatisés ont bien souvent un body scanner et donc là l'idée est d'étendre ce body scanner aux membres traumatisés afin d'identifier. Alors l'indication retenue pour cette imagerie, elle était sur les saignements extériorisés d'origine artérielle. La présence d'un hématome non expansif, donc la présence d'un hématome assez important indique la réalisation d'une angio-TDM au niveau des membres. La présence d'un déficit neurologique ou d'un syndrome ischémique sur un des membres traumatisés. La proximité de la lésion
d'un axe vasculaire. Et encore, un autre index retenu était l'index de pression systolique cheville-bras. Donc c'est la variabilité de la tension entre le membre traumatisé, que ce soit au membre inférieur et le membre supérieur. Voilà. Alors c'est une technique qui est décrite dans la conférence de consensus, que malheureusement je n'aurai pas le temps de vous décrire là, mais effectivement c'est une technique à développer et que peut-être tous les soignants n'ont pas encore actuellement. L'avantage de l'angio-TDM, il était clair par rapport à l'angiographie pour les experts. Déjà son coût, c'est un examen beaucoup moins coûteux que l'angiographie. Tu avais une sensibilité sur le dépistage des lésions vasculaires qui était de 100%, donc un rendu qui désormais est aussi bon que celui de l'angiographie. Et puis l'avantage aussi, c'est que chez ces patients qui ont bien souvent des traumatismes associés, ça permet d'y associer un body scanner et donc de dépister les lésions associées. Ensuite, la question qui était posée aux experts était la question de la stratégie chirurgicale. Effectivement, chez ces patients qui peuvent présenter des défaillances d'organes, se pose la question d'aller à la fois prendre en charge un foyer fracturaire, notamment sur les os longs, afin de limiter les risques d'embolie graisseuse, de détresse respiratoire aiguë ou de réaction inflammatoire systémique. Mais ces avantages à une prise en charge précoce sont aussi contrebalancés chez ces malades qui présentent des défaillances d'organes à des agressions secondaires potentielles qui pourraient venir majorer les défaillances en cours, notamment par la majoration des pertes sanguines induites par un geste chirurgical invasif, la majoration de l'hypothermie et de l'acidose impactant la coagulation et la prise en charge du choc hémorragique, et encore le relargage de cytokines inflammatoires dû à l'attrition tissulaire générée par le geste chirurgical. Après analyse de la littérature, les experts proposent une stratégie chirurgicale basée sur l'évaluation de la balance bénéfice-risque. Effectivement, la première étape pour fixer la prise en charge chirurgicale, c'est une évaluation individualisée du patient et de sa situation clinique, à la fois par son terrain et à la fois par son état actuel. Une fois que cette évaluation a été faite, la deuxième question à se poser, c'est: avons-nous obtenu, au moyen de la réanimation initiale, une stabilisation des différentes défaillances du patient? Une fois cette stabilisation initiale réussie, les experts proposent alors de s'orienter vers une ostéosynthèse définitive précoce de sécurité. Et si cette stabilisation n'est que partielle, les experts proposent plutôt d'aller vers une stratégie de chirurgie séquentielle avec une stabilisation temporaire. Pour ce qui est de la stabilisation de ces foyers de fracture, vous avez deux solutions qui sont représentées dans cet organigramme, soit un mécanisme de traction, qui certes limite l'agression chirurgicale, soit un mécanisme de fixateur externe. Quand on lit la conclusion des experts, il y a quand même un intérêt plus prononcé pour le fixateur externe, notamment dans la réduction du risque d'embolie graisseuse par rapport à une contention classique. Suite à cette chirurgie première, la stratégie séquentielle propose une réévaluation quotidienne afin d'évaluer l'état des différentes défaillances, et la régression de ces défaillances permettra une chirurgie d'ostéosynthèse définitive avant une rééducation. Là encore, on voit que l'accord était assez fort sur cet organigramme de prise en charge. Reste maintenant donc à classer ces patients et à évaluer le risque préopératoire. La classification, elle va se faire selon différents paramètres. Tout d'abord, l'état circulatoire, avec la présence d'un état de choc marqué ou sévère, la nécessité de besoins transfusionnels, avec chez un patient à risque faible, ce sera l'absence de transfusion, alors qu'au contraire, pour un risque intermédiaire, ce sera une transfusion modérée jusqu'à 3-4 kg globulaires. Au-dessus, on passerait chez un patient à risque élevé. L'autre paramètre à évaluer, c'est la coagulation, avec l'apparition d'une coagulopathie traumatique, évaluée que ce soit par l'allongement du TP, le dosage du fibrinogène plasmatique ou encore l'évaluation de la numération plaquettaire. Est à prendre en compte aussi la température corporelle présentée par le patient.
tout comme son état respiratoire qui sera évalué par le rapport P sur F s'il est intubé, ou encore la présence de lésions associées graves. Fait fi du détail un peu compliqué qui justement nécessite lors de la prise en charge de ces patients-là d'une discussion pluridisciplinaire exhaustive permettant de lister l'ensemble des lésions. Chose importante notée par les experts, si cette classification est valable à un temps T, la réévaluation régulière permettra de faire évoluer le patient. Pourra être au moment T0 un patient à risque élevé, mais l'évolution favorable en fonction de la réanimation permettra de reclasser le patient dans un niveau plus faible et donc d'accélérer la prise en charge chirurgicale. En tout cas, ce qui apparaît clairement pour les experts, c'est que si les patients à faible risque peuvent avoir une chirurgie définitive quasiment immédiatement après leur admission, pour ce qui est d'un patient à risque intermédiaire, on privilégiera une stratégie de chirurgie définitive dans les 24 heures après une réanimation et une stabilisation plus prolongée, alors que pour les patients qui vont être classés initialement dans un patient à risque élevé, on va plutôt partir sur une stratégie chirurgicale qui se fera après stabilisation avec obligatoirement une stratégie en 2 temps avant une chirurgie définitive. Autre question a été posée, si on a vu la stratégie chirurgicale globale pour la gestion des défaillances d'organes, une question plus précise a été posée sur la prévention de l'embolie pulmonaire, de l'embolie graisseuse. Effectivement, dans le cadre des fractures isolées des diaphyses des os longs, vous savez que une des principales complications, c'est l'embolie graisseuse. Au regard de la littérature, les experts vont dégager déjà plusieurs connaissances. D'abord, pour ce qui est de l'incidence du SDRA secondaire à l'embolie graisseuse, on voit que quelle que soit la stratégie chirurgicale retenue, en 1 temps ou 2 temps, l'incidence de cette pathologie était la même dans la population générale des patients polytraumatisés. Néanmoins, il apparaissait clairement que ce risque d'embolie graisseuse augmente à partir de 24 heures après l'apparition de la lésion. On voit, si on dichotomise un peu cette grande population de polytraumatisés, chez les patients stables, la réalisation d'une chirurgie première, définitive, permettait une réduction de la durée de ventilation chez ces patients stabilisés. Néanmoins, chez ces patients dits borderline, donc c'est-à-dire soit à risque intermédiaire ou élevé, il était clairement observé qu'il y avait une augmentation de l'incidence de l'acute lung injury, donc du SDRA, s'il y avait une prise en charge définitive en 1 temps. La recommandation d'accord fort émise par le comité d'experts est donc une chirurgie première définitive chez les patients stables dans les 24 premières heures, alors qu'en présence d'une instabilité hémodynamique ou respiratoire, il faudra passer par une évaluation de la balance bénéfice-risque, rendre un avis qui sera pluridisciplinaire, évaluer fortement l'intérêt d'un fixateur externe en première intention, sachant que la chirurgie définitive doit être faite de la manière la plus précoce possible, une fois régression des défaillances. Autre question posée aux experts qui était l'indication à une amputation première chez les traumatisés sévères de membres. Effectivement, pour un bon nombre de patients qui ont des traumatismes très importants, la première constatation de l'équipe médicale laisse à penser que le bénéfice à avoir une stratégie conservatrice est quasiment nul puisqu'on risque d'obtenir un monde qui ne sera pas fonctionnel. Qu'ont clairement retenu les experts à la lecture de la littérature, c'est que premièrement, il n'y avait aucune urgence à prendre une indication d'amputation chez ces patients. Effectivement, l'amputation secondaire était possible, ne mettait pas en jeu la survie des patients, même si cela venait impacter la durée d'hospitalisation et impacter négativement l'état psychologique des patients. Ce qui a été aussi noté par les experts, c'est que la qualité de vie était largement meilleure pour les patients qui avaient pu bénéficier d'une réimplantation de membre par rapport à ceux qui avaient dû bénéficier d'une prothèse, voilà, et que la stratégie de damage control en cas de choc hémorragique était là aussi largement bénéfique. C'est-à-dire que même si vous n'amputez pas ces patients, vous pouvez avoir une stratégie de chirurgie conservatrice de type damage control qui va pouvoir permettre de se donner du temps et d'envisager une prise en charge
bien souvent chirurgicales multiples, plus tardives. Voilà. Et encore une fois, à l'analyse de la littérature, il n'y avait pas de critères qui, pris isolément, permettaient d'indiquer une amputation. Donc, l'avis global émis par les experts est que si l'amputation risque d'être un moment nécessaire, ce n'est pas une indication à prendre dans l'urgence, ou en tout cas dès les premières heures de prise en charge. C'est que ces patients polytraumatisés ont un risque septique élevé. En fait, effectivement, vous savez que la survenue d'une infection chez ces malades qui ont un traumatisme de membre va aggraver la morbimortalité et que ce risque septique est particulièrement important en cas de fracture ouverte. Les experts ont retenu, pour ce qui est de l'évaluation du risque septique, la classification de Gustilo. Il faut savoir que historiquement, c'était plutôt la classification de Cauchois qui était retenue, mais à la lecture de la littérature, il apparaît que cette classification est beaucoup plus précise en termes de stratification du risque infectieux de ces patients. Voilà. En tout cas, les experts ont retenu clairement l'indication d'une antibioprophylaxie par voie IV, que les différentes études qui ont été relues pour cette conférence de consensus n'ont pas retrouvé d'études sérieuses montrant l'efficacité d'une antibiothérapie locale, qu'elle soit seule ou en supplément d'une antibiothérapie IV. Que pour ce qui était des fractures fermées, on restait dans la recommandation de l'antibioprophylaxie classique de la SFAR en cours, et que pour ce qui était des fractures ouvertes, si le taux d'infection dans la littérature était assez variable selon les études, il est clairement prouvé qu'il n'y a pas d'intérêt à faire plus de 72 heures d'antibioprophylaxie une fois la chirurgie première réalisée. Voilà. Et les experts mettent quand même en suspens que ceci va être à réévaluer puisque commencent à apparaître différentes études qui parlent même d'une efficacité comparable avec une antibioprophylaxie de 24 heures, mais pour l'instant le faible nombre d'études ne permet pas de retenir cette durée si courte pour le moment. Voilà. Alors, quels antibiotiques? C'est une antibioprophylaxie probabiliste qui vise les germes anaérobies et les coxygrammes positifs. Donc, ce sera donc de l'amoxicilline avec de l'acide clavulanique en première intention, ou alors de la clindamycine et de la gentamicine en cas d'allergie connue chez le patient. La prise en charge du risque septique ne se limite pas à l'antibioprophylaxie. Elle doit aussi s'accompagner avant la prise en charge chirurgicale d'un lavage abondant de la plaie et d'un emballage avec un pansement humide, une immobilisation du foyer de fracture, une vérification du statut antitétanique, un statut avec un T à la fin, voilà, et une prise en charge chirurgicale adaptée précoce. Les experts ont par contre clairement noté qu'il n'y avait aucun intérêt à réaliser un prélèvement péropératoire lors de la chirurgie initiale puisque l'antibiothérapie n'est pas adaptée aux germes qui sont retrouvés au moment de ce prélèvement. Quid de la prévention de la maladie thromboembolique chez ces patients? Vous le savez, les traumatismes de membres bien souvent imposent un alitement, en tout cas une impotence fonctionnelle, et donc c'est un facteur de risque de la maladie thromboembolique. Effectivement, la maladie thromboembolique chez le polytraumatisé est la première cause de décès évitable si le patient survit à ses lésions initiales. Différents scores d'évaluation du risque de cette maladie thromboembolique ont été évalués par cette conférence de consensus, sans pouvoir en retenir un en particulier qui soit particulièrement adapté à cette situation. En tout cas, ce que définit clairement les experts, c'est qu'il n'y a pas d'intérêt à un dépistage systématique de la phlébite chez ces malades par échodoppler. Ce qui est discuté parfois, c'est l'indication d'un filtre cave. Les experts expriment clairement que ce filtre cave ne doit être discuté que s'il y a une contre-indication absolue à un traitement pharmacologique préventif ou un traitement mécanique préventif de la maladie thromboembolique et que ce traitement préventif pharmacologique ou mécanique doit débuter dès contrôle du phénomène hémorragique. Donc il faut attendre effectivement que le phénomène hémorragique soit contrôlé avant que ce traitement puisse être débuté. Pour ce qui est par contre du traitement préventif mécanique, il a été bien précisé que c'était les CPI qui étaient préconisés et pas uniquement les bas de contention. Qu'en est-il du syndrome d'éloge? Effectivement, sur les traumatismes importants d'éloge et des membres, vous avez, c'est une
fréquente qui est observée. Là encore, la conférence de consensus ne retrouve pas de gestes préventifs identifiables. Par contre, il est préconisé une indication précoce à la fasciotomie. Ceci va permettre de réduire fortement la morbimortalité et d'améliorer le pronostic fonctionnel du membre lésé. Pour ce faire, et afin d'avoir une prise en charge précoce, les experts recommandent une surveillance clinique renforcée toutes les 2 heures selon la règle des 4 P. Alors les 4 P, c'est en anglais. Je vais vous le faire en français, si vous voulez. Donc c'est douleur du membre, paresthésie, parésie. Il ne faut pas prendre en charge les signes d'ischémie, en revanche, puisque ce sont des signes qui apparaîtront de manière trop tardive et donc la fasciotomie ne sera plus indiquée à ce moment-là puisque le membre sera perdu. Donc tout ce qui est pâleur, perte de pouls et anesthésie complète sont des membres trop tardifs et c'est donc dès le début de l'apparition de ces premiers signes, douleur à la mobilisation, parésie et paresthésie, qu'il faut envisager une fasciotomie. La question se pose chez les patients inconscients de l'évaluation de ces signes cliniques, puisque vous voyez qu'il faut que le patient soit conscient, et donc les experts retiennent une mesure systématisée de la pression intracompartimentale chez ce patient inconscient en retenant la valeur seuil de 30 mm de mercure comme l'indication à la réalisation d'une fasciotomie précoce. Dernière question posée aux experts, qu'en est-il de l'insuffisance rénale aiguë, secondaire à la fois à l'état de choc, mais aussi à la rhabdomyolyse post-traumatique? Les experts préconisent un dépistage et une surveillance précoce par la réalisation d'un dosage de CPK, de la myoglobine et de la kaliémie. Pour ce qui était de l'évaluation de la rhabdomyolyse entre CPK et myoglobine, les experts préconiser de surveiller plutôt la myoglobine qui va augmenter plus précocement que les CPK. Néanmoins, il n'y a pas de seuil franc déterminé dans la littérature devant faire mettre en alerte les patients. Ce qu'on peut voir, c'est que sur les CPK, à partir d'une augmentation des CPK au-dessus de 80 000 UI par millilitre, on a 80% de lésions rénales associées. Les experts préconisent un monitorage de la diurèse et du pH urinaire avec un objectif d'être supérieur à 6,50. Pour ce qui est de la prise en charge curative, les experts préconisent une correction rapide de l'hypovolémie et un remplissage vasculaire précoce. Effectivement, à la lecture des études, on voit que plus la correction de l'hypovolémie va être rapide, plus le remplissage vasculaire va être précoce, plus l'incidence de l'insuffisance rénale aiguë va diminuer dans la population. Pour ce qui est de l'indication à la diurèse forcée par cristalloïde balancé, les experts préconisent de s'orienter sur la recommandation formalisée d'experts de l'ASFAR liée à l'insuffisance rénale aiguë. Néanmoins, même si c'est une thérapeutique à envisager, là encore il y a controverse puisque les volumes d'hydratation quotidiens ne sont pas clairement définis dans la littérature. Certains articles font état de plus de 6 litres par jour, quand d'autres parlent plutôt de 11 à 12 litres. Donc pour l'instant, il n'y a pas unanimité sur la manière de mener cette diurèse forcée. Voilà. Et ce sera tout pour la présentation de ces recommandations. Merci beaucoup Thomas pour cette présentation. On va pouvoir passer aux questions. Je ne sais pas si dans la distance vous aviez des questions à poser à Thomas. Alors, peut-être commencer. Donc, Thomas, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu ce qui a motivé cette RFE? Ce qui a motivé cette RFE, c'est que effectivement, si les traumatisés des membres sont quelque chose d'assez classique, on était toujours un petit peu embêté sur ces polytraumatisés qui avaient à la fois un traumatisme de membre classique sans retentissement normalement vital et fonctionnel. Or, on se rendait bien compte que quand il y avait des lésions associées qui étaient responsables de l'apparition de défaillance d'organes, et le pronostic n'était plus du tout le même. Et donc, la question posée depuis maintenant une petite décennie était faut-il vraiment poursuivre la même stratégie chirurgicale pour ces traumatismes de membres chez ces traumatisés sévères par rapport à une population classique?
Bon, merci beaucoup. Donc, tu as parlé un petit peu au début aussi de l'importance de l'orientation préhospitalière dans la prise en charge de ces patients. Est-ce que des choses importantes que tu pourrais nous donner, un message à emporter Ce qu'on peut voir, c'est que clairement, il y a un intérêt à ce que ces malades soient pris en charge dans des centres spécialisés. Si on regarde à l'échelle de notre région et du réseau polytraumatisé, on peut voir que actuellement, c'est ce qui est fait par les guidelines qui ont été appliqués dans notre région sur l'orientation des polytraumatisés sévères. Effectivement, actuellement, tout polytraumatisé sévère de grade A ou B, donc présentant au moins un critère de Vittel, est orienté, si ce n'est pas au Trauma Center de Rennes, au moins dans un centre réunissant anesthésistes, réanimateurs et urgentistes avec une équipe entraînée et adaptée à la prise en charge de ce type de patient. Est-ce que tu peux nous parler un peu maintenant du damage control, hein, donc on a vu que c'était appliqué en chirurgie, mais pas seulement, donc c'est une chose importante. Ouais. C'est vrai que le damage control, c'est au final l'addition de plusieurs types de stratégies. Hein. C'est des stratégies à la fois préhospitalières, à la fois de réanimation à l'arrivée à l'hôpital et à la fois de chirurgie, qui a été particulièrement débattu dans cette conférence de consensus. C'est la place du garrot pour les traumatisés sévères de membres, mais le reste de la prise en charge du damage control, que ce soit réanimatoire ou chirurgical, reste vrai chez ces malades. Et reste à mettre en place. Voilà. Sachant que l'objectif du damage control n'est pas de traiter définitivement et durablement le malade, mais de le stabiliser le temps de pouvoir organiser et que le malade puisse surtout bénéficier d'un traitement définitif. Voilà. Donc là, encore une fois, l'objectif n'est pas de guérir, mais de faire attendre et d'attendre que le malade récupère pour qu'il puisse avoir les soins optimaux liés à sa lésion. C'est une question, peut-être une dernière question. Est-ce que tu penses que les événements qu'il y a eu récemment en région parisienne, les attentats, ont pu soit motiver un petit peu cette RFE, soit justement ce qui s'est passé, l'expérience a pu orienter un petit peu les décisions des experts en plus de la littérature? Alors, je pense qu'effectivement, les événements qui ont lieu il y a maintenant quelques années, ils ont favoriser l'implantation du damage control dans le domaine civil, hein, c'est quelque chose qui était appliqué uniquement en médecine militaire auparavant. Voilà, et ça permet de s'intéresser un peu plus à cette population traumatisée et donc d'aller un petit peu chercher sur les angles morts tels que ces traumatisés sévères qui, vous l'avez vu, restent une petite partie des patients polytraumatisés, mais néanmoins importante puisque classification spécifique, c'est bien une population de malades à risque particulier en termes de morbimortalité. Voilà, très bien. Merci beaucoup Thomas pour cette présentation. C'était très instructif et très bien résumé. Voilà, merci à tous ceux qui ont pu assister à cette présentation. Je vous donne rendez-vous donc le 9 mai prochain, donc lundi 9 mai à 18h pour la 4e édition des Lundis Rares. On accueillera le docteur Alexandre Mansour du CHU de Rennes qui nous parlera des tests viscoélastiques en pratique. Voilà, donc quelque chose de très intéressant également. Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir. Merci.